Comparé aux autres capitales européennes, Copenhague pourrait faire figure de petite ville. Pourtant, cet ancien village de pêcheurs sur le détroit d'Øresund s'est mué en une métropole visionnaire qui envisage résolument l'avenir en vert. Progrès et créativité se vivent ici sur un mode décontracté. Petit déjeuner chez les Valsted Christiansen. Mette, son mari Kent et leur fils Laust vivent sur un vieux voilier amarré à quelques minutes du centre-ville. Ils ont échangé leur appartement contre 3 cabines à l'espace réduit. On nous demande toujours combien de mètres carrés nous avons à bord. Mais ce n'est pas important. Sur un bateau, tout est organisé de manière tellement différente. Mette descend d'une famille de charpentiers de marine. Vivre à 3 dans 30 mètres carrés, ça ne lui fait pas peur. On se concentre sur l'essentiel. Ça évite de se poser trop de questions. On ne s'amuse pas à changer les meubles de place. Les choses sont comme elles sont. Ça détend. En achetant il y a 4 ans leur bateau, Elita, la famille a réalisé un rêve. Pour se rendre au cœur de la ville, les Valsted déplacent tout simplement leur maison. Copenhague est une petite capitale. Les gens se connaissent et tout est facilement accessible. Cette ville est extraordinaire parce qu'on y suit tout le temps le fil de l'eau. On ne perd jamais la nature de vue, tout en profitant de l'ambiance citadine. Depuis les années 1950, les urbanistes danois misent sur la qualité de vie et s'efforcent de bannir la voiture du centre. Aujourd'hui, la bicyclette est reine à Copenhague. Sur les 600 000 habitants, près d'1 sur 2 se rend à son travail à vélo. Une tendance qui remonte à la crise pétrolière des années 1970. Depuis, le nombre de vélos qui circulent dans les rues a dépassé celui des voitures. Mette aussi pédale tous les matins entre le port et son bureau. Et son vélo en bois ne passe pas inaperçu. En tant que designer, elle a participé à sa conception. C'est au port de Nordhavn, sur un ancien lieu de stockage de conteneurs, que Mette a installé son atelier spécialisé dans la conception de bicyclettes. Elle a fondé la société Cohen Co il y a quelques années avec Paul Harder Cohen, rencontré dans un salon du vélo. Leur objectif, percer dans le créneau de la bicyclette en bois. Quand on observe la culture du cyclisme à Copenhague, on ne peut que voir son évolution. D'un simple moyen de transport, le vélo est devenu aujourd'hui une façon d'affirmer son identité. Le type de bicyclette que vous choisissez dit quelque chose de votre personnalité. Paul, qui vient lui aussi de la construction navale, a eu l'idée de marier du bois de chêne et de noyer à des fibres de carbone. Cela permet d'obtenir un cadre très stable
qui compensent les irrégularités de la chaussée. Nous avons appliqué au vélo des techniques et des matériaux déjà très largement utilisés dans la conception de voiliers de régate. Il a d'abord fallu réfléchir à ce que nous voulions obtenir et à une façon de rationaliser le procédé pour fabriquer l'objet en série. Il faut à Paul une semaine pour fabriquer un vélo en bois. Avec ses 8 kilos, c'est un poids léger. Les prix démarrent à 2 600 €. On perçoit bien la différence entre une guitare acoustique et une guitare électrique. Avec le vélo en bois, c'est pareil. Le corps ressent la différence. C'est une sensation très agréable. Et en plus, le déplacement demande moins d'efforts. Une expérience vraiment fantastique. 400 km de pistes cyclables relient les différents quartiers de Copenhague. Les pistes dites express passent directement par le port, faisant du vélo le moyen de transport le plus rapide. De plus, bouger est bon pour la santé. Cette pratique profite à la sécurité sociale danoise. Ses dépenses diminuent de plus de 70 millions d'euros par an. La ville a mis au point des poubelles spéciales pour que les cyclistes n'aient pas à descendre de leur monture. Et bien entendu, on peut découvrir à Copenhague des engins qu'on ne voit nulle part ailleurs. Comme celui d'Ebbe Korsgaard. Un modèle spécial équipé d'un très grand caisson. Il l'utilise toutes les semaines pour faire la tournée d'une demi-douzaine de restaurants. Salut Lisa, tu as du café pour moi? Il a l'air très bien, c'est super. Ebbe collecte du marc de café. Le caisson de son vélo en charrie 350 kg par semaine. Cet ethnologue de formation a créé avec son collègue Mikkel un laboratoire installé dans 2 anciens conteneurs maritimes. Un agent immobilier enthousiasmé par leur projet a mis le terrain à leur disposition. Les 2 hommes travaillaient auparavant dans le conseil aux entreprises optant pour un modèle d'activité durable. C'est en buvant un café que leur est venue l'idée de Beyond Coffee. Le marc de café est une matière première très abondante dans cette ville, et il est jeté. Or, il se trouve que quand on fait du café, seulement 0,2% du volume des grains passe le filtre. Des éléments nutritifs subsistent donc dans le marc, et on peut les utiliser, au lieu de s'en débarrasser. On ajoute au marc de café une bactérie qui permet la décomposition et absorbe ces nutriments. L'environnement favorable à la culture des champignons est simulé dans l'un des conteneurs avec chaleur et obscurité. Des conditions similaires à celles de l'intérieur d'un tronc d'arbre par un jour d'été. Il est bien blanc. Et sur le dessus, on voit que c'est en plein développement. Ici, on suit au jour le jour la croissance d'un organisme vivant. On constate que le sachet devient chaud quand les champignons commencent à pousser. Au bout de 3 semaines, les champignons changent de conteneur et de saison. L'automne est cette fois-ci simulé avec un fort taux d'humidité et beaucoup de lumière. Les pleurotes émergent alors des sachets de croissance.
Tout cela grâce aux nutriments contenus dans le marc de café. Ebbe et Mikkel en récoltent 40 kg par semaine. Le pleurote est une variété très poreuse et fragile, mais c'est aussi un très beau champignon. Et comme on les récolte ici en ville pour les livrer le jour même ou le lendemain, cela donne des produits ultra frais. Les lamelles sont très belles. C'est presque comme si on regardait pousser une petite œuvre d'art. Les champignons ainsi récoltés ramènent Ebbe à l'endroit où il est venu chercher son marc de café. On voudrait essayer d'en finir avec la culture du déchet et réutiliser les choses au lieu de les jeter. Un concours a désigné le Beast comme étant l'une des meilleures pizzerias du monde. Les pleurotes de Copenhague y ont peut-être bien contribué. La petite sirène qui veille sur le port depuis plus d'un siècle est devenue une figure emblématique de la ville. Tout comme la maison royale danoise, la plus ancienne d'Europe. Si Copenhague est une ville moderne, elle n'en conserve pas moins jalousement ses traditions. Ainsi en va-t-il du fameux Tivoli, créé en 1870, l'un des tout premiers parcs d'attractions du monde, au succès indéfectible. Copenhague allie le charme des petites villes aux perspectives urbaines les plus futuristes. Elle attire des touristes du monde entier. Plus de 300 paquebots y abordent chaque année, ce qui en fait le plus important port de croisière de la Baltique. Copenhague est considérée comme une ville où il fait bon vivre. Les nombreux parcs et espaces verts favorisent la sociabilité de ses habitants. Copenhague s'est aussi fixé un objectif ambitieux à l'horizon 2025, devenir la première capitale au monde à l'impact neutre sur le plan climatique. Livia Holland y contribue. Avec 2 amis, elle a lancé un projet écologique sur les toits d'un ancien bâtiment industriel du quartier d'Österbro. Le plus grand jardin de toiture de Copenhague s'étend sur 600 mètres carrés, au cœur même de la capitale. Copenhague est une ville très verte et elle le devient encore plus. Les jardins urbains se multiplient un peu partout. Les gens ont très envie de reformer des liens avec la terre et d'inviter la nature en ville. Pour cette horticultrice diplômée, trouver un toit approprié n'a pas été facile. Celui-ci servait auparavant à la vente aux enchères de voitures anciennes. Le toit supporte à présent plus de 100 tonnes de terre. Le projet Östergro fonctionne depuis 2014. Christian, paysagiste, s'est chargé d'organiser les cultures. Aujourd'hui, il s'occupe d'une population d'abeilles qui trouve suffisamment de pollen et de nectar dans les nombreux espaces verts de la ville. Le mercredi est le jour de récolte de plus d'une centaine de variétés d'herbes aromatiques et de légumes. Le jardin parvient pour l'essentiel à s'autofinancer. Les parcelles sont réparties entre 40 locataires, qui se font livrer les produits contre un loyer mensuel. La majeure partie des personnes qui aident aux récoltes travaillent gratuitement. En échange, Livia leur transmet son savoir-faire en matière de culture de plantes anciennes et oubliées.
Ça, c'est une des mauvaises herbes les plus répandues, mais elle est comestible. Goûte! C'est du chénopote blanc. Tu aimes? Les discussions autour du développement durable, comme l'envie de se mettre au vert, sont plus concrètes pour les gens quand ils se trouvent en contact avec les plantes. Et toutes les communautés qui se créent autour de ces thèmes et agissent renforcent davantage cette prise de conscience. De mai à septembre, 60 kilos de légumes sont récoltés chaque semaine. Un petit restaurant qui utilise directement ces produits vient d'ouvrir sur place. Les locataires reçoivent une fois par semaine un panier. Les gens veulent savoir d'où vient ce qu'ils mangent. Ça me tient particulièrement à cœur, parce que la production alimentaire est l'un des facteurs les plus importants du réchauffement de la planète. Si on veut changer les choses, c'est un très bon début. Un tiers des 6 millions d'habitants que compte le Danemark vivent dans l'agglomération de Copenhague, dont le nom signifie le port des marchands. La situation opportune de la ville, tournée à la fois vers la mer du Nord et la Baltique, a fait d'elle pendant des siècles l'un des principaux centres d'échanges commerciaux de l'Europe septentrionale. L'industrialisation de la fin du XIXe siècle ayant entraîné un exode rural, la population de la capitale a triplé très rapidement. Paysans et pêcheurs sont devenus ouvriers. Les endroits où les femmes pouvaient vendre le poisson fraîchement pêché sont devenus rares. Après la Seconde Guerre mondiale, l'émergence des grands magasins a accéléré le mouvement. Et le dernier de ces marchés a disparu du centre-ville il y a un peu plus de 50 ans. C'est à cet endroit précis, sur Israelplatz, qu'ont ouvert récemment d'authentiques halles, les Tohellern. Une soixantaine de stands y proposent de plus en plus de produits locaux. Edem Omen est un chef réputé à Copenhague. Chaque mercredi, il parcourt les halles en quête de trouvailles. Je vais prendre ça. Un peu d'épinards et un peu de carottes. C'est danois tout ça? Oui, tous ces produits viennent du Danemark. Les épinards, les concombres, les oignons et les carottes. Super. Vous pouvez me les emballer? Me Me balader sur ce marché avec tous ces produits frais, ça me donne plein d'idées. Au Danemark, les saisons sont très contrastées, d'où la grande variété de légumes tout au long de l'année. Depuis peu, le marché propose à nouveau des produits de la mer. J'ai des crevettes des fjords. Des crevettes des fjords? C'est la saison en ce moment. Elles viennent de Kelvehave. Elles sont extra. Vous voulez en goûter une? Délicieux. Mais le produit sur lequel Edem compte avant tout, c'est le hareng. Le poissonnier lui en a mis de côté. C'est la toute dernière pêche de la saison. Pendant des siècles, le hareng a été l'aliment de base à Copenhague. Mais il a tendance à tomber dans l'oubli. Le mets danois le plus simple est devenu entre les mains d'Edem un plat raffiné, le smørrebrød, autrement dit la tartine. Au fil des années, le smørrebrød a perdu tout intérêt pour les cuisiniers. Ils l'ont laissé aux fabricants de pâte à tartiner et de mauvais pain industriels.
Alors revenir aux origines, retrouver ce qu'était un smørrebrød fait avec un pain de seigle traditionnel et des produits maison, c'est quasiment une mission. Ça, c'est un hareng qu'on a laissé mariner jusqu'à obtenir le goût recherché. Edem le fait mariner selon une vieille recette dans un mélange de vinaigre et de sucre. Le smørrebrød était à l'origine un repas d'ouvriers. Il devait être simple et nourrissant. La plupart des gens ont une idée préconçue du smørrebrød. J'aime entendre mes clients s'étonner qu'un produit aussi banal qu'une tartine danoise puisse avoir autant de saveur. C'est exactement l'effet que je recherche. Du poisson, des pommes de terre, des oignons, une sauce rémoulade à la danoise et un choix de délicates herbes aromatiques, voilà ce qui a fait le succès d'Edem. Il est désormais à la tête de 2 restaurants, au menu desquels figurent exclusivement des smørrebrød. Une infinité de variations sur le thème de la tartine haut de gamme. À Copenhague, on a l'esprit relativement ouvert. C'est comme le smørrebrød. Il y en a pour tous les goûts. Copenhague est le centre culturel du Danemark jeune et branché. Nørrebro, un ancien quartier ouvrier, est aujourd'hui devenu multiculturel. C'est ici qu'habite Anne-Lise Lenander, et c'est là qu'elle pioche ses idées. Copenhague a un côté capricieux, indiscipliné, agaçant, mais en même temps elle peut se montrer très ouverte, chaleureuse, maternelle. J'aime bien cette double nature, à la fois brute, rude, et toujours prête à vous prendre doucement dans ses bras quand vous en avez besoin. Anne-Lise est l'une des rares femmes présentes sur les scènes du rap copenhagois. Ses textes ont toujours pour sujet le cœur battant de la ville. Ses vidéos ont fait d'elle une star au Danemark. Le rap au féminin, c'est ma forme d'expression. Il faut suivre ses rêves. Il faut y aller et après se dire « Putain, j'y suis arrivé !» et faire de son mieux pour « Merde, pardon. J'ai juré ? Oui, je l'ai fait. » Anne-Lise a passé son enfance à la campagne. À 17 ans, elle est venue à Copenhague avec le rêve de faire carrière dans le rap. Milad est producteur. Le talent d'Anne-Lise l'a immédiatement convaincu. Ce fils d'immigrés iraniens est propriétaire d'un petit label à Nørrebro. Anne-Lise travaille avec lui sur son premier album. Un hommage à la ville qui lui a donné sa chance. J'ai envie d'écrire sur les problèmes des gens d'ici, sur ce qui se passe à Copenhague, sur le sentiment de liberté qu'on y ressent, sur le fait qu'on peut chacun y trouver sa place. C'est ma façon de réfléchir au monde. Copenhague m'inspire. C'est une ville très ouverte. Elle a beaucoup à m'offrir en tant qu'artiste.
La musique d'Annelise puise ses influences dans les cultures les plus variées. Ses textes ont trait au choix identitaire et à la place de l'individu dans la société. Dans un texte de rap, on peut placer beaucoup plus de mots que dans une chanson pop, par exemple. En tant qu'auteur, le rap exige beaucoup de moi. Je dois utiliser mon cerveau au maximum. Mais c'est ce que j'aime dans cette musique. Elle enregistre aujourd'hui son premier morceau, Cypher for Psy. Dans quelques heures, elle le présentera pour la première fois au public. Har fundet jordforbindelsen, pastinakker, mange der kold foran porten til den skal vi jagte og se sammen, kan vi lukke den op ligesom Alibaba. Hvem opretter, hvem udretter, hvem indretter lige meget, alle de snakker, hvem er nu hvad, hvad for kan du for meget, blandt de danske rapper. Den er kaderende bag, hjertet starter, hiver imod, og til du hiver efter vejret, respirator. Hvad siger I til den her? Annelise a récemment signé son premier contrat avec une maison de disques internationale. Une communauté alternative a été pour elle le tremplin idéal. Située en plein Copenhague, Christiania est une commune libre. Ici s'épanouissent artistes, hippies et marginaux de toutes sortes. Une oasis de 34 hectares qui regroupe 1 millier d'habitants. Aucune loi en vigueur ici, mais des règles internes à la communauté. Beaucoup ont construit leur habitation eux-mêmes. La maison banane est une des plus singulières. Elle sert de lieu d'hébergement à des charpentiers qui effectuent leur compagnonnage. Depuis plus de 20 ans, chaque hôte a ajouté sa pierre à l'édifice. Le rez-de-chaussée a été agrandi par Klaus Danzer. Arrivé à Christiania durant son tour d'Europe, ce charpentier allemand n'en est plus reparti. Partout dans cette ville, ce sont les plus riches qui sont les mieux lotis. Ici, l'argent ne compte pas. Ce qui compte, c'est qui on est. Klaus vit à Christiania depuis 24 ans. Il exerce son métier à Copenhague. Les valeurs de la communauté ont gardé à ses yeux toute leur force. Dans les années 80, il y a eu dans toute l'Europe des conflits à propos de bâtiments inutilisés que les gens squattaient et qui ont fini par être évacués. Mais Christiania a réussi, en partie par l'envergure de son projet, à se maintenir. En 1971, une poignée de contestataires a détruit des bâtiments militaires désaffectés sur l'île de Christianshavn. On était alors loin d'imaginer que cela donnerait naissance à un véritable mouvement idéologique. Le but était une remise en cause de la société bourgeoise, en adoptant un mode de vie fondé sur l'autogestion et en refusant la propriété privée. La commune s'est ainsi dotée de ses propres infrastructures, avec une poste, le nettoyage urbain et une maternelle. Les habitants de Christiania ne sont plus menacés d'expulsion. Au bout de longues années de tractations, ils sont parvenus à un accord avec le gouvernement danois. En 2011, ils ont acheté la zone occupée grâce à un fonds commun. Aujourd'hui, les anciens communards sont obligés de gérer le flot de touristes qui viennent chercher ici l'atmosphère d'un village hippie légendaire. Christiania est une sorte de phare. Beaucoup de gens y projettent leurs propres rêves, même s'ils n'ont pas une connaissance très précise de ce qu'est réellement cet endroit. L'idée de la commune indépendante est en tout cas chargée de sens. Les habitants sont responsables de l'entretien des rues et des espaces verts. Klaus aime les arbres.
Comme il manquait un élagueur dans cette cité verte, il a rapidement appris le métier. Je ne sais pas encore si je vais me faire payer pour ce travail. Parce qu'on a un groupe de jardiniers qui s'occupe à plein temps des espaces verts de Christiania. Mais ils ne savent pas grimper aux arbres. Klaus a remporté le championnat d'escalade arboricole du Danemark. La sélection des branches à éliminer n'est pas du ressort de l'administration des espaces verts. À Christiania, c'est une décision qui relève pour l'essentiel de la démocratie de base. Chacun a son mot à dire et ne s'en prive pas. Coupe un peu plus de branches là-haut. Ça nous donnera plus de lumière. Ok, mais tu vois la cicatrice là-bas, en bas sur le tronc. Oui, mais c'est nul avec tout cet ombrage. Enlève tout ce que tu peux. Ouais, bon, je ferai ce que je pourrais. On discute beaucoup de ce qui est bon ou de ce qui est préférable, jusqu'à ce qu'on tombe d'accord. Tous ceux qui passent donnent leur avis ou un coup de main. Mes clients sont toujours très contents, parce que c'est un boulot que la plupart des gens ne peuvent pas faire eux-mêmes. Ils sont soulagés une fois que l'arbre a été taillé. Depuis 1990, la zone portuaire a vu surgir un certain nombre de créations architecturales audacieuses qui ont complètement transformé la physionomie de la ville, comme l'opéra, la nouvelle salle de spectacle et la bibliothèque. Au cours du XXe siècle, le design danois est devenu une marque, avec pour grand classique des chaises, des fauteuils et des lampes. Les clés de cette réussite, fonctionnalité et minimalisme. Pour trouver de nouvelles matières premières qui puissent servir de point de départ à des objets de design, il faut expérimenter des idées sortant de l'ordinaire. Le matériau préféré de Jonas Silvard est le varech. Il en ramasse 30 kg par semaine. Quand on passe beaucoup de temps au bord de l'eau, comme c'est le cas à Copenhague, on est forcément en contact avec les produits de la mer. On voulait trouver une matière qui soit présente en abondance. Et des algues, il y en a partout au Danemark. La longueur des côtes est exceptionnelle ici. C'est donc une ressource parfaite. Il n'y a qu'à se baisser et ramasser. Gratuitement. Jonas a fait des études de design. Avec Nikolai Stenfeld, il a créé une entreprise ayant pour objectif de tester de nouveaux matériaux. Le varech, en séchant, leur réserve toujours des surprises. C'est très intéressant de découvrir tout ce qui change en fonction du moment de la récolte et du type d'algues. L'aspect et les couleurs varient à chaque fois. Cette variété est un avantage dans notre activité, qui veut que chaque objet d'une gamme soit unique. Les algues sont utilisées depuis longtemps dans l'industrie agroalimentaire, mais aussi comme engrais. Les deux designers ont constaté par ailleurs que la poudre d'algues, mélangée à de l'eau, donnait une colle 100% biologique. C'est un plus pour nous, en tant que designers, de pouvoir dire comment la matière a été obtenue. La transparence dans notre production est très importante.
travailler ce liquide s'est avéré très difficile. L'ajout de papier toilette a permis d'en faire un vrai matériau. Au début, on n'avait que du papier et des algues. Et maintenant, on a une matière malléable à partir de laquelle on peut produire des objets. La consistance du mélange permet de fabriquer des abat-jours, par exemple. Il y a encore un petit trou là, en haut. Notre travail est sûrement influencé par tout ce qui se fait autour de nous. Il s'inscrit dans une tradition danoise. Mais on s'efforce également d'expérimenter d'autres façons d'utiliser les matières. On essaie de se tourner vers l'avenir. Il est important de montrer tout ce qui est encore possible de créer en design. Les luminaires en algues ont même trouvé leur place au Musée national du design, accrochés à côté des objets emblématiques de l'histoire du design danois. À Copenhague, la tolérance et une certaine nonchalance nordique laissent à chacun l'espace qu'il lui faut pour trouver sa propre voie.